Merci. C'est difficile de prendre la parole en tant que journaliste après ces témoignages, et je tiens à remercier les personnes qui ont témoigné tout à l'heure de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont subi peut-être de la part des journalistes que finalement je représente avec vous, chers consoeurs, ici à cette tribune. Et donc je voudrais saluer leur courage et leur dignité. Je suis le représentant d'un conseil de déontologie, c'est-à-dire d'une structure propre à la profession qui regroupe des journalistes, des éditeurs et des représentants du public, et pourquoi pas un jour des associations de victimes, et qui réfléchit cas par cas au respect des bonnes règles déontologiques. Beaucoup ont été évoqués, soit directement par ma consoeur qui anime les débats, soit par d'autres intervenants qui en creux ont émis des souhaits sur ce qu'ils pourraient être les bonnes pratiques. Je vais essayer de vous les rappeler rapidement, parce que c'est sur cette base-là de ces règles éthiques, ce n'est pas du droit, ce sont des règles éthiques que doivent travailler les journalistes. Je dis tout de suite que tous ne travaillent pas là-dessus, mais ce n'est pas parce que certains ne travaillent pas là-dessus que ces règles doivent être ignorées et doivent être décriées. Faire du journalisme, c'est en permanence arbitrer entre deux obligations. L'obligation d'informer le public de sujets d'intérêt général, et tout ce qui touche à des événements qui créent des victimes fait partie d'informations d'intérêt général, et l'obligation de respecter la vie privée des personnes dont on parle, qu'elles soient victimes ou qu'elles ne soient pas victimes. Je dirais d'abord que le journaliste doit rendre des comptes des faits en respectant la dignité des gens dont il parle. Respecter les faits, c'est les vérifier, c'est les recouper. Ça a l'air bêta de dire ça, mais je peux vous dire que c'est la première chose qui doit être faite par les journalistes et qui doit être faite tout le temps. Quand j'entends des confrères qui disent « on dit que, je vais le vérifier », eh bien, il ne fait pas correctement son travail. Respecter, rendre compte des faits, c'est respecter les acteurs dans les récits qui sont faits, dans les images qui sont publiées. Je ne vais pas répéter ici ce qui a été très bien dit par d'autres. On ne doit bien sûr pas porter atteinte à leur dignité. Rendre compte des faits, enfin, c'est respecter les publics. Le journaliste doit prendre garde à ne pas flatter les plus bas instincts. Alors pour dire ce qu'est l'intérêt public, je vais faire court, c'est les fameux 5 W que connaissent les futurs confrères qui sont ici et même les plus anciens. Je vais dire que dans tous les cas, il faut savoir aller jusqu'au bout de ces interrogations-là. Par moment, on n'a pas toutes les informations, toutes les réponses aux questions au moment où on doit diffuser. Et on ne doit pas forcément diffuser parce qu'on recherche un scoop. Le scoop, c'est un peu comme les miracles, on en parle beaucoup, on en voit assez peu. On doit aussi diffuser parce que le public a besoin, y compris dans l'intérêt du public, d'avoir des informations. Dans certains cas, traiter un sujet, c'est évoquer des attentats terroristes. Je sais que la question se pose beaucoup souvent de savoir si évoquer les terroristes, parler de leur histoire n'est pas une atteinte aux familles des victimes et aux victimes. Il y a eu, après notamment l'attentat du 14 juillet à Nice, des tentatives d'interdire la reproduction des photos des terroristes. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Je pense qu'il faut, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure très bien, expliquer qui sont ces gens qui attaquent la société parce que c'est d'intérêt général. Traiter les sujets, c'est aussi avoir présent à l'esprit que des actes violents n'existent pas sans mort. Une guerre sans mort, ça n'existe pas. Qui a vu les morts de la tempête du désert en 1991 en Irak? Personne. Il y en a eu 200 000. Est-ce que par dignité, on les a cachés? Je ne crois pas que ce soit la raison. Donc il faut savoir aussi regarder ce type de réalité et l'apporter au public, il en a besoin. Traiter correctement les faits, c'est ne pas hiérarchiser les victimes. Il n'y en a pas des bonnes et des mauvaises. Le corps, et je m'excuse auprès des familles de victimes qui sont ici, le corps du terroriste abattu par la police a droit à la même dignité de la part des médias que le corps de la victime du terroriste. Je m'excuse de dire ça devant vous, mais je pense que cette dignité-là ne se divise pas. Alors, je pense qu'il faut savoir aussi que ce qui peut choquer certains peut parfois ne pas être choquant pour d'autres et être utile. Juste une anecdote. Vous vous souvenez peut-être de cette photo d'une hôtesse de l'air qui a été victime de l'attentat de Bruxelles en 2016.
Cette dame est choquée, assise sur une chaise dans la salle de l'aéroport de Bruxelles. Ses vêtements sont déchirés, elle est en soutien-gorge, elle est couverte de sang, elle porte une veste jaune qui est déchirée. Cette photo a été publiée dans la presse du monde entier. Elle a donné lieu à des débats sur l'atteinte à sa dignité, sur le respect de sa situation de victime dans tous les médias, dans de très nombreuses écoles de journalistes. Elle est indienne, cette dame, et quelques mois après, elle a remercié le photographe d'avoir fait cette photo et d'avoir publié, parce que cette photo a suscité un tel mouvement de sympathie pour elle que ça l'a aidé à surmonter sa situation de victime et son traumatisme. Je ne dis pas que c'est la règle, mais je dis que c'est très compliqué de savoir ce qu'il faut ou pas publier. Je voudrais m'arrêter un petit moment sur le contact que le journaliste a avec les victimes pour recueillir son témoignage. Alors il en a été beaucoup question ici. Je vais rappeler quelques règles qui ont été dites en creux par les précédents intervenants. Nous devons redoubler de précautions quand on aborde ces personnes qui sont en situation de fragilité. Je signale que pour la première fois, en 2019, une charte éthique, celle de la Fédération mondiale des journalistes, Fédération internationale des journalistes, a inscrit dans ses principes éthiques le respect des personnes en situation de vulnérabilité. Et je pense que c'est une règle déontologique que l'on doit avoir présente à l'esprit en permanence. Ça veut dire aborder ces personnes avec calme et respect. Ça a été dit tout à l'heure, elles sont en état de choc, elles ne sont pas parfaitement maîtres de ce qu'elles peuvent dire, elles sont victimes d'agressions, elles sont physiquement et psychologiquement fragiles. Et nous devons, journalistes, au moment où nous allons vers elles, nous demander si nous devons y aller à ce moment-là, et si nous décidons de le faire, savoir comment on le fait. C'est notamment ne pas les harceler de questions. C'est notamment, et ça a été dit aussi tout à l'heure, ne pas leur braquer le micro ou la caméra sous le nez. Alors, vous vous sentez comment ? Et au passage, je dis d'ailleurs que l'émotion, si parfois ça peut être un outil de la communication, ne doit pas être le moteur du journalisme. C'est pas une règle éthique, c'est pas une règle déontologique, je dirais que c'est un comportement éthique. On ne doit pas chercher et diffuser l'émotion pour l'émotion. Dernier point sur le contact avec les victimes, je pense qu'il ne faut pas leur demander en permanence, et ça a été dit aussi par d'autres, de répéter et de répéter et de répéter encore leur témoignage. J'ai le souvenir de ce petit garçon qui avait été témoin d'une scène terrible et qui, à force de répéter le témoignage, s'était pris pour une vedette et avait complètement changé de personnalité parce qu'il avait été, non pas interviewé une fois, mais 10 fois, 15 fois et invité à la télévision. Dans le contact avec les victimes, il faut s'assurer qu'il est d'accord pour témoigner et prendre le temps d'enregistrer son accord. Je dirais qu'il faut enregistrer un consentement éclairé et que si on n'a pas bien expliqué à la personne qu'on va interroger que ce qu'elle va dire va être reproduit dans les médias, que son image va être diffusée, eh bien, il y a le risque que cette personne ne comprenne pas ce qui se passe et soit piégée par notre démarche journalistique. Si elle ne l'a pas compris, on ne le fait pas. Je voudrais ajouter un dernier point sur ce contact avec les victimes. Il faut rester journaliste. Vous n'êtes ni les amis, ni les conseils, ni les psys des personnes qui sont victimes. Vous êtes des journalistes. Vous devez faire preuve d'empathie, mais je dirais d'une certaine empathie relative. Autre question quand on traite de ces questions, est-ce qu'il faut identifier ou pas ? Est-ce qu'il faut rompre l'anonymat ? Bien souvent, c'est inutile pour monsieur tout le monde. L'identité d'une personne blessée qui est une victime dans un accident de la route, elle n'a pas vraiment d'intérêt pour le grand public. Dans certains cas, c'est une obligation légale de taire le nom des victimes. C'est le cas pour les mineurs, c'est le cas pour les personnes victimes d'agressions sexuelles. Et puis, l'identité des victimes, c'est s'approcher des proches. Et quelqu'un l'a très bien dit tout à l'heure, et je remercie de ce témoignage sur la façon dont certaines personnes ont pu apprendre le décès de proches. Il faut, dans la mesure du possible, vérifier que les proches ont été informés avant de donner les noms. C'est très compliqué à faire. Très souvent, vous vous adressez à la gendarmerie en disant « Est-ce que les proches ont été prévenus ?» Et le gendarme va vous dire oui sans savoir si c'est vrai. Donc, il y a de la part du journaliste là une question à se poser systématiquement. Est-ce que M. Dupont sait que quelqu'un de sa famille a été victime d'un incident quelconque? Il faut également faire attention à l'opprobre social qui peut s'attacher ensuite aux personnes qui ont été victimes d'un certain nombre de faits. Une journaliste canadienne parle, pour les femmes victimes d'agressions sexuelles, de la peur de vivre avec l'étiquette de violée. Et quand les confrères et consoeurs rendent compte, à mon avis,
Et il faut le faire. Pour des raisons de société que vous pouvez bien comprendre de ces faits, ils doivent se poser la question. J'ajouterai en contrepoint que l'intérêt d'identifier les victimes existe aussi. Les victimes, ce ne sont pas que des victimes. Ce sont des êtres qui ont une vie, qui ont une histoire, qui ont quelque chose au-delà du statut de victime. Et vous avez cité tout à l'heure ce que Le Monde a fait, par exemple, après les attentats de 2015 et de juillet 2014. C'était nécessaire pour aller au-delà du statut de victime pour ces personnes, et je pense que les journalistes doivent le savoir. Respecter les proches, je viens de l'évoquer en évoquant le nom des victimes. J'ai en mémoire la maman de la policière tuée à Montrouge en 2015, qui a appris la mort de sa fille par une radio locale de Martinique. Alors, que peut-on reprocher aux journalistes de la radio locale de Martinique? Qu'il n'a pas appelé le commissariat de Montrouge pour savoir si... qu'il n'a pas appelé le commissariat de Martinique pour savoir s'il était prévenu. On peut en discuter des heures. Il n'en reste pas moins que le plus les journalistes éviteront cela, le mieux ils feront leur métier. Respecter l'intimité des proches, beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas les reprendre. Oui, mais en même temps, il faut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure quelquefois, savoir donner aux victimes une chair qui va au-delà de ce qui leur est arrivé. Je voudrais dire que les obsèques sont un moment qui relève de la vie privée. Mes confrères et mes consoeurs l'ont parfois, pour ne pas dire souvent, beaucoup oublié. Beaucoup d'obsèques n'ont pas besoin de journalistes. Alors il y a quelques situations où il y a 3 ministres qui viennent et ça peut provoquer et justifier la présence d'un journaliste. Je pense que dans ce cas-là, les confrères et les consoeurs doivent être discrets, doivent respecter ce moment privé de deuil. J'ai été très choqué personnellement par la diffusion quasi en direct d'extraits, des témoignages de personnes après la mort de, je crois que c'était d'un des professeurs qui a été assassiné, et je trouve ça choquant de la part des confrères qui l'ont fait. On aurait peut-être, fallait-il l'enregistrer, le garder, peut-être pour un document pour plus tard, mais le diffuser dans les 2 heures qui suivaient était, à mon avis, éthiquement pas correct. De même que toutes les questions qui ont pu être posées après la mort de la petite Lola, autour des obsèques, autour des copains d'école, les badauds qui ont été interpellés à proximité, alors vous connaissiez Lola, etc. Excusez-moi, ça n'a pas d'intérêt journalistique, et je pense qu'on sort des bonnes pratiques. Alors vous allez me dire qu'on trouvera beaucoup de cas où tout ça, et d'ailleurs j'en ai cité quelques-uns, n'est pas respecté. C'est tout à fait exact. Vous allez me dire qu'il faut des lois pour cadrer tout ça. J'en suis pas certain, parce que si l'on commence à dire dans la loi ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit, même concernant les victimes, dans une société, on ouvre une porte qui peut être très largement élargie dans tous les sens. Je fais davantage appel, moi, à des actions comme celles que vous faites pour sensibiliser le public et les médias. Je fais davantage confiance à mes confrères, à leur travail collectif, notamment dans des associations comme le CDJM, pour réfléchir à ces questions-là. Rien ne saurait finalement autoriser ou interdire la publication de tout le temps. Je pense que chaque cas demande une analyse précise par l'équipe concernée, je dis bien par l'équipe, en mettant en balance l'intérêt du public à être informé et l'intérêt des personnes en dehors de toute autre considération, notamment politique et idéologique. Il y a été fait allusion tout à l'heure. Je voudrais terminer en disant enfin que si vous avez l'impression que la déontologie du journaliste n'a pas été respectée dans un cas précis, vous n'avez pas à hésiter, saisissez le conseil de déontologie, il rendra un avis, il vous donnera tort ou raison en fonction de l'application des règles déontologiques qui sont définies par des chartes, et ça évitera par exemple des procès, ça vous fera gagner du temps, ça peut être un outil utile.